Alors, on va parler aujourd'hui de quelque chose qui est assez différent des choses dont j'ai l'habitude de parler, pour ceux qui ont l'habitude de me voir dans d'autres contextes. Je ne vais pas parler de SEO, je vais parler de marketing, et oui, ça arrive, d'une certaine manière, sachant que je ne suis pas du tout dans le marketing, hein, donc j'en parle sans savoir de quoi je parle, mais vous allez mieux comprendre ça pendant l'exposé. Donc d'abord, je vais me présenter rapidement. Donc, je suis Sylvain Perronnet. Priscilla l'a dit, je suis en disponibilité d'un poste à l'université de Caen, Basse-Normandie, où je dirigeais l'équipe algorithmique sur place. Et depuis le 1er septembre, je suis le patron d'un tout petit laboratoire de recherche privé. On est 2,5. Je suis également très officiellement maintenant, depuis 2 mois, Chief Scientist chez Quant. Quant, le meilleur moteur de recherche européen. Je n'hésite pas à le dire, que vous devriez tous utiliser, j'en suis sûr que vous l'utilisez, donc voilà, pas besoin de faire la pub. Voilà, je fais des formations, des choses comme ça, vous pouvez passer un coup de Quant sur mon nom pour tout savoir, sans problème. Voilà. Aujourd'hui, de quoi est-ce qu'on va parler? De quoi est-ce que je vais parler? Je vais parler de e-commerce. Voilà, je ne suis pas e-commerçant, mais je vais en parler quand même. Le e-commerce, comment ça marche? Mais moi, je ne suis pas e-commerçant, je vous l'ai dit, je ne sais pas trop comment ça marche, mais je sais que ça rapporte 25,4 milliards d'euros de CA pour le premier trimestre 2014. Mais j'ai vu, en regardant un petit peu des choses sur le web, que ça avait l'air très compliqué, le e-commerce. Il y a tout un tas de statistiques sur le comportement des internautes. Ils lisent des avis avant de décider d'acheter. Ils sont sensibles au design, ils sont sensibles à l'ergonomie du site. Mais surtout, des fois, les internautes, ils abandonnent leur acte d'achat et on ne sait pas forcément pourquoi. Alors, il y a une stat que j'ai trouvée que je ne sais pas où. 2 commandes sur 3 sont abandonnées avant validation. Et visiblement, ce problème de l'abandon de la commande, ça a l'air d'être quelque chose de très important quand on est dans le e-commerce. Il paraît. Alors, j'ai lu aussi un petit peu toute la littérature que j'ai pu trouver. J'ai vu des espèces d'entonnoirs de conversion. J'ai vu des raisons d'abandon de panier. J'ai vu beaucoup de choses. Et moi qui ne suis pas praticien, je me suis posé une question. Et cette question, c'est la suivante. Ça a l'air vachement compliqué. Et moi, tout ce que je sais faire, c'est des statistiques. Et je sais un petit peu développer. Et la question, c'est est-ce que je peux faire quelque chose au niveau d'un site web pour dynamiquement essayer d'éviter de perdre des clients? Est-ce qu'on peut faire en sorte que, au fur et à mesure de sa vie, un site web soit capable d'éviter que les clients abandonnent l'achat en s'adaptant au comportement des internautes quand ils sont sur le site? Est-ce qu'on peut monitorer le comportement du visiteur sur un site pour faire quelque chose, pour éviter qu'ils partent sans se délester de quelques euros ou francs, ou etc. Alors la réponse est oui, on peut faire bien sûr des choses, et c'est de ça dont je vais parler maintenant. Et pour ça, eh bien, on va faire un petit peu autre chose que parler de marketing ou de e-commerce. On va parler de ce qu'on appelle le machine learning, qui est une discipline de l'informatique, l'apprentissage automatique, qui a vocation à faire 2 choses, ce qu'on appelle de la classification et de la prédiction. Alors, je suis désolé, il y a beaucoup de slides d'introduction au domaine, parce que vous n'êtes pas forcément familier. Est-ce qu'il y a des gens qui sont familiers de ça dans la salle ? À part Benoît, Pierre, ouais, il y a quelques personnes, donc bon, je vais quand même passer un petit peu de temps. Donc d'abord, qu'est-ce que la classification automatique? La classification automatique, c'est une discipline de l'informatique. Il y a un ensemble de techniques associées qui a pour objectif de mettre des individus dans des classes. Et qu'est-ce qu'une classe? Une classe, c'est un ensemble d'individus qui partagent des caractéristiques particulières statistiques. Par exemple, la classe des hommes, la classe des femmes, voilà, ce sont 2 classes différentes qui permettent de catégoriser tous les individus d'une population selon un caractère statistique. On pourrait faire des classes d'âge, enfin on peut faire beaucoup de choses. Alors, la classification, ça a un intérêt dans de nombreux domaines. Alors, à l'origine, plutôt traitement d'image, traitement de la langue, et puis aussi en marketing, quand on fait une segmentation clientèle, on fait de la classification, en plaçant les gens dans des grandes classes de clients. Quand on est un moteur de recherche, on fait de la classification en mettant les pages qui parlent de la même chose dans des gros blocs qu'on appelle des clusters thématiques, etc., etc. Donc la classification, c'est vraiment quelque chose qui est très important dans l'informatique moderne et pour le web. Et c'est une branche de l'apprentissage, le machine learning. La classification, c'est pratique, mais la classification, c'est un domaine qui évolue à côté d'autres choses. Et cette autre chose, c'est ce qu'on appelle l'analyse prédictive. L'objectif qu'on va avoir quand on a des données, ce n'est pas forcément d'analyser ces données, c'est d'analyser ces données pour prédire quelque chose. Prédire quoi? Prédire par exemple le comportement des personnes, notamment des clients, et ce genre de choses. Et donc le but de l'analyse prédictive, c'est quoi? C'est d'analyser des données issues de comportements passés
pour extraire des motifs comportementaux qui vont permettre de réaliser des prédictions. Ces prédictions, ce n'est pas voir l'avenir. Quand on parle d'analyse prédictive, il y a un petit côté magique. On a l'impression qu'on va réussir à prédire l'avenir. Absolument pas. Faire une prédiction, c'est faire un raisonnement analogique par rapport au passé. On connaît le passé, on sait comment les choses ont évolué dans le passé à partir de certaines situations. Si dans le présent, on voit ces situations, eh bien, on peut faire une prédiction sur le futur. J'ai l'exemple qui tue. Vous êtes sur l'autoroute et vous êtes doublé par Priscillien au volant de sa super voiture. Il roule à 200, il roule en zigzag, il a 2 pneus crevés, le moteur est en feu, il y a des flammes qui sortent, il est au téléphone, il a une bouteille de whisky à la main. Est-ce que vous pouvez faire une prédiction? Oui, vous pouvez prédire qu'il va y avoir un accident. C'est une prédiction, vous ne voyez pas l'avenir, vous ne savez pas vraiment ce qui va se passer, mais vous avez un espèce de pattern comportemental que vous connaissez et qui a souvent mené à des accidents. Donc vous pouvez dire, de ce que je sais du passé, en voyant quelque chose, je prédis qu'il va y avoir un accident. Et faire de l'analyse prédictive, c'est ni plus ni moins qu'analyser des données pour essayer de repérer des patterns comportementaux dont on sait comment ils finissent. Maintenant, on va travailler un petit peu là-dessus. Comment est-ce qu'on fait de la prédiction? Pour faire de la prédiction, on a des algorithmes qui vont fabriquer un mécanisme de classification de prédiction qui sera souvent ce qu'on appelle un arbre de décision. Alors voilà un exemple d'arbre de décision qui est particulièrement mal choisi, mais il va y en avoir des meilleurs plus tard. Un arbre de décision, si on fait ça simple, c'est quoi? C'est un ensemble de nœuds qui portent des questions sur les données que vous avez. Par exemple, ici, quelle est la couleur d'un bouton ou n'importe quoi. Et vous allez, selon la réponse, être aiguillé vers une nouvelle partie de l'arbre avec une nouvelle question. À la fin, quand vous avez parcouru tout l'arbre, vous arrivez à ce qu'on appelle les feuilles, et une feuille porte une décision ou une prédiction. Donc pour l'instant, c'est un petit peu cryptique ce que je viens de vous dire, mais vous allez avoir des exemples par la suite, ne vous en faites pas. L'objectif, quand on fait de la classification, c'est d'avoir des arbres qui sont le moins haut possible, le plus petit possible. Pourquoi? Parce que la hauteur de l'arbre, ça correspond au nombre de motifs qu'on va essayer de regarder pour essayer de faire une prédiction. Pour l'instant, vous n'avez pas forcément compris, mais on va revenir là-dessus plus tard. Quand on fait de la classification ou de la prédiction, on va créer un arbre pour faire cette prédiction ou cette classification, et on cherche à avoir des résultats qui sont corrects, parce qu'on peut prédire des choses et on peut se tromper aussi. Il y a des types d'erreurs particuliers quand on fait de la classification ou de la prédiction, ce qu'on appelle des vrais positifs, des faux négatifs, des faux positifs et des vrais négatifs. Ce sont les éléments qui permettent de qualifier la réussite du résultat. Un faux négatif, c'est quoi? Un faux négatif, c'est quelqu'un dont on dit qu'il ne satisfait pas un certain critère alors qu'il le satisfait. Par exemple, un faux négatif pour une maladie, c'est quelqu'un dont on dit qu'il n'est pas malade alors qu'il est malade. Et un faux positif, c'est l'inverse, c'est quelqu'un dont on dit qu'il va être malade alors qu'il ne l'est pas. Et quand on fait de la classification et de la prédiction, on veut diminuer ces erreurs en termes de faux négatifs et de vrais positifs. Alors, ces erreurs faux négatifs et vrais positifs, elles sont reliées à 2 autres notions, qui sont la précision et le recall ou rappel. La précision, à gauche, c'est le nombre de vrais positifs divisé par le nombre total de personnes qui ont été considérées comme positives par le mécanisme d'analyse. Et le rappel, c'est le nombre de vrais positifs divisé par le nombre de vrais positifs plus faux négatifs. Donc des gens qui auraient dû être positifs et qui ont été considérés comme négatifs. La précision, c'est ni plus ni moins que la probabilité qu'un individu attribué à une classe soit réellement dans cette classe. Et le rappel, c'est la probabilité qu'un individu de la classe soit bien attribué. Donc ça permet aussi ces notions-là de qualifier la précision de l'algorithme, enfin la réussite de l'algorithme. Donc ça, c'est un petit peu technique. Maintenant, on va vraiment parler plus de comment est-ce qu'on fait pour faire ces arbres de décision. Donc il y a beaucoup d'algorithmes qui permettent de créer des arbres de décision, mais tous fonctionnent de la même manière. Vous avez un dataset, et ça c'est important. Vous avez toujours des données qui sont des données réelles. Vous observez ce qui se passe, vous observez la réalité, ça vous donne un dataset. Avec ce dataset, vous allez apprendre et créer un arbre qui permet de faire des prédictions. Vous allez tester l'arbre, ce qu'on appelle un classifieur, sur le dataset pour vérifier que cet arbre, il a bien appris. Et si l'arbre a bien appris sur les données que vous avez dans votre dataset, vous faites une application à des données nouvelles. Donc c'est toujours comme ça qu'on va faire. Le plus difficile dans ces 4 opérations, c'est la première opération. C'est la création du dataset. Alors je ne crois pas que j'en parle plus que ça, donc je vais en parler là maintenant.
Il y a quelque chose un petit peu gênant actuellement autour de tous ces algorithmes. Les gens sont persuadés que les algorithmes fonctionnent parfaitement. Il suffit de mettre les données, sans les trier, sans les traiter, de les mettre dans l'algorithme, de secouer bien fort, et à la fin, ça marche. Et ce n'est pas vrai du tout. La vraie phase difficile, c'est de bien choisir les données. Parce qu'il y a une chose que la plupart des gens ne savent pas, c'est que tous les algorithmes d'apprentissage sont soumis à un problème qui s'appelle l'overfitting ou surapprentissage. Si on donne trop de données à un mécanisme d'apprentissage, il apprend mal. Si on ne donne pas assez de données, il apprend mal aussi. Et donc le choix de la quantité de données et du type des données qu'on lui donne, c'est quelque chose de très difficile, qu'on ne peut faire qu'à la main si on veut que ce soit efficace. Et donc quand on vous dit il suffit de mettre toutes vos données dans un mécanisme et à la fin ça marche, ce n'est pas totalement vrai. Il faut forcément travailler à la main sur comment on choisit les données. Bon, alors, ceci étant dit, maintenant on va faire comme si vous saviez faire le dataset. Et moi, je vais vous présenter aujourd'hui un outil qui s'appelle le C45. Alors, je suis désolé pour ceux dans la salle qui connaissent déjà, car c'est quelque chose qu'on fait dans nos formations, donc certains ici le connaissent. Le C45, c'est un outil que je vous présente. Pourquoi ? Parce qu'il est disponible sur le web gratuitement dès ce soir. Vous pouvez rentrer chez vous et vous en servir. Donc vraiment, c'est très pratique pour ça. Le C45, il a un fonctionnement qui est techniquement un mécanisme d'analyse de l'entropie. L'entropie, c'est quoi ? C'est la quantité d'informations qui est contenue dans un objet. Et le C45, qu'est-ce qu'il fait ? C'est quand il a énormément d'objets, par exemple énormément de motifs comportementaux sous la main, eh bien, il va maximiser, il va créer des groupes de motifs comportementaux qui maximisent leur entropie. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il crée des groupes qui vont avoir la plus grande quantité d'informations au sein d'un même groupe. Donc il regroupe des éléments par rapport à la quantité d'informations qu'il vous amène. Alors c'est technique, hein, mais peu importe. Ce qui compte, c'est que le C45, eh bien, il est disponible sur le web à cette adresse ici, rollquest.com/personal. Et le C45, il a été inventé, et retenez bien ce nom, c'est très important pour la suite, si vous voulez un mug. Il a été inventé par Ross Quinlan. Je pense que ça va être facile. Exactement. Mais ça, c'est pas moi qui m'en occupe. Ross Quinlan, ce beau jeune homme. Ross Quinlan, c'est un chercheur australien qui a un poste de prof associé à la fac de Brisbane, mais qui a fait sa fortune grâce à son outil de classification, donc, qui s'appelait au début le ID3, qui a été amélioré en C4.5, puis maintenant en C5. Un outil qui crée des arbres de classification supervisés. Ce qui est amusant, c'est qu'il gagne beaucoup d'argent alors que son outil est gratuit et disponible sur le web. Comment est-ce qu'il fait ? Eh bien, je vous ai dit tout à l'heure, la vraie difficulté quand on fait tout ça, c'est créer le dataset. Et sa vraie compétence, comme il connaît parfaitement le fonctionnement de son algorithme, c'est la capacité à créer des datasets qui sont très efficaces. Et donc, il vend sa capacité à faire un bon dataset. Alors, je vais vous donner une autre anecdote qui est réelle. Quant, dont je vous ai parlé, une chose que je peux dire, parce que je n'ai pas le droit de tout dire sur Quant, mais je peux vous dire une chose, c'est que Quant, comme tous les moteurs, a un filtre anti-porn. Il y a une vraie problématique de ne pas montrer de contenu adulte aux gens qui ne veulent pas en voir ou qui n'ont pas le droit d'en voir. Avec un bon dataset, bien choisi, donc choisissant les bonnes pages porno, hein, il faut le dire comme c'est, on peut faire passer un classifieur de 85% de réussite à 99% de réussite. Et donc simplement en choisissant les bons exemples, on a vraiment un gain. Combien ça prend de temps de créer un bon dataset ? Ça prend 3 semaines à 2 personnes. Il y a un vrai coût humain à ça. Et c'est une tâche qui est indispensable si on veut de bons résultats. Alors blague à part, voilà un vrai exemple d'arbre de décision, de classification. Celui-là, il est beaucoup plus compréhensible. Priscillien, en plus de conduire sa voiture, il aime le golf. Eh oui, vous ne le savez pas, lui non plus, mais il l'apprend. Et Priscillien, il aime bien jouer au golf quand il fait beau. Et donc, ce qu'il a, c'est qu'il a un petit arbre qui va lui permettre de prédire s'il peut aller jouer au golf ou pas quand il décide d'y aller. Et pour ça, cet arbre, il lui dit regarde la météo. Si la météo est ensoleillée, tu dois regarder l'humidité de l'air. Si cette humidité elle est en dessous de 75%, tu peux aller jouer, il ne pleuvra pas. Si elle est au-dessus de 75%, tu ne peux pas aller jouer parce qu'il va pleuvoir. Si la météo est nuageuse, couverte, il faut aller jouer parce qu'il ne pleuvra pas. Pourquoi pas, hein, l'arbre dit ça. Et puis si c'est pluvieux, on regarde s'il y a du vent ou pas. Et on prend une décision. Et donc, ça, c'est l'arbre de décision. Maintenant, comment est-ce que Priscillien a créé cet arbre ? C'est ça la question. Comment tu as fait, Priscillien ? Tu ne te souviens plus, donc je vais le dire pour toi. D'abord, comment est-ce qu'on va le créer ? Eh bien, on va prendre tout un tas d'observations. Ces observations, elles sont très très loin, donc je reviendrai dessus plus tard. C'est bizarre, elles n'y sont pas. Ces observations, on va
regarder ce qu'elles ont en commun et ce qu'elles n'ont pas en commun. Certaines observations qui ont donné lieu au fait qu'il pleuvait partagent un certain critère. Et donc on va couper toutes les observations avec d'un côté celles qui ont un certain critère en commun qui ont abouti à il pleut, et d'un autre côté celles qui n'ont pas ce critère en commun et qui ont abouti à il fait beau. Et on va comme ça splitter au fur et à mesure pour aller jusqu'à des ensembles de plus en plus petits pour permettre de bien filtrer. Alors il y a tout un tas de choses techniques sur comment est-ce qu'on choisit les attributs. Je ne vais pas rentrer en détail, c'est dans les slides, et je ne vais pas rentrer en détail, parce qu'en fait, tout est relié à quelques formules qui sont là. Vous allez me croire sur parole. Oui, je ne vois personne qui dit non, donc je pars du principe que vous me croyez sur parole. Il y a des bonnes raisons techniques au fait que ça marche. Maintenant, voyons voir comment on fait en vrai. En vrai, voilà ce qu'a fait Priscillien. Il joue au golf très souvent parce qu'il a beaucoup de temps. Et chaque fois qu'il va au golf, il note ce qui s'est passé. La météo était ensoleillée, il a fait 29, il y avait 85% d'humidité, il n'y avait pas de vent, et il n'aurait pas dû jouer parce qu'il s'est mis à pleuvoir quand il est arrivé sur le parcours. Et puis, le lendemain, c'était ensoleillé, il faisait 25, l'humidité de 79, il y avait du vent, et là aussi il a plu, etc., etc. Chaque ligne correspond à une observation réelle de ce qui s'est passé. L'ensemble de ces observations, c'est le dataset. Maintenant, on utilise le C45 pour apprendre le dataset. Pour ça, il faut lui fournir les données. On crée un premier fichier qui s'appelle golf.names. Alors golf parce que c'est le nom du projet qu'on est en train de travailler. .names parce que dans le .names, on met certaines choses. On met quoi? On met la sortie qu'on voulait voir. Il aurait fallu jouer ou ne pas jouer. Il a fait beau ou il a plu. Et puis, il y a tous les critères qu'on va regarder qui sont qualifiés. Quel était le temps? Il était ensoleillé, nuageux ou pluvieux. Quelle était la température? C'est une valeur qui est continue. L'humidité aussi. Et est-ce qu'il y avait du vent? Oui ou non. Donc là, on va commencer à donner à l'algorithme déjà des premiers éléments, c'est sur quoi il va devoir travailler. Et puis ensuite, on lui rentre au kilomètre les données, dans l'ordre de la description précédente. Donc quel temps il faisait, quelle température, quel taux d'humidité, est-ce qu'il y avait du vent, et quelle est la sortie. Il ne fallait pas jouer, par exemple, parce qu'il a plu. On rentre les données au kilomètre. Et ensuite, il faut créer l'arbre de décision. Alors, est-ce que c'est compliqué? C'est peut-être compliqué, mais en fait, pas vraiment, parce que je tape C4.5-fgolf et ça me donne en sortie l'arbre en mode textuel. Donc, en haut, ici, vous avez l'arbre. C'est exactement celui que je vous ai montré sous forme graphique. Et ici, vous avez le taux d'erreur associé, 7%. 7% du temps, ce mécanisme de prédiction se trompe par rapport aux données sur lesquelles il a appris. Donc il a un taux de réussite de 83% environ. Si on fait quelques modifications pour avoir un arbre plus petit, on peut avoir des taux d'erreur qui sont moins bons ou qui sont meilleurs, ça dépend des fois. En l'occurrence, là, ça ne bouge pas. Donc ça donne cet arbre-là. Maintenant, la question, c'est est-ce qu'on peut améliorer les choses pour faire des prédictions plus fines? Oui. Ici, j'ai utilisé sur un dataset le C45, ça me donne un arbre. Ce que je peux faire, c'est couper mon dataset en sous-dataset, utiliser le C45 sur chaque dataset qui correspond à des observations qui sont communes. Ça me donne plusieurs arbres, et ces arbres, je les fais travailler en parallèle. Chaque fois qu'un arbre me dit « il va pleuvoir », je rajoute un score de 1 à « il pleut ». Chaque fois qu'un arbre me dit « il fait beau », ça me donne un score de 0 sur la probabilité qu'il pleuve. J'additionne tous les scores, je divise par le nombre total d'arbres, et ça me donne la probabilité qu'il pleuve dans le futur par rapport aux observations. Donc cette méthode, ça s'appelle du bagging. Alors c'est important parce que quand on fait de la prédiction, on fait quasiment toujours ça. Alors maintenant, comment est-ce qu'on va appliquer ça au e-commerce? Parce que c'était quand même le sujet de tout ça. J'ai un site e-commerce et ce que je veux faire, c'est prédire si le visiteur va aller jusqu'à acheter quelque chose. Okay. L'idée, c'est que si je prédis assez rapidement que le visiteur va abandonner son panier, mais avant qu'il parte, eh bien, je vais pouvoir créer une incitative pour le faire rester. Une pop-up avec aujourd'hui promo spéciale sur les clubs de golf, moins 40%, etc. Enfin, voilà, on peut mettre n'importe quoi. Ce n'importe quoi, il faut le fabriquer. Et là, c'est une tâche marketing réelle. Ce n'est pas l'algorithme qui va deviner ce qu'il faut promettre à une personne pour qu'elle reste. Par contre, nous, ce qu'on va faire, c'est essayer de deviner si la personne va rester ou pas. Et donc, l'idée, c'est de monitorer tous les états du visiteur au fur et à mesure qu'il se promène sur le site. Alors, il y a deux cas différents. Si j'ai un seul site marchand, je vais apprendre et prédire le comportement global des visiteurs. Si j'ai un seul site marchand, en fait, je vais regarder comment globalement les visiteurs, en tant que grosse masse, se comportent sur mon site. En revanche, si j'ai plusieurs sites marchands, je peux apprendre le comportement de chaque utilisateur ou de chaque grande classe d'utilisateurs, par exemple de chaque grand segment clientèle.
Pourquoi? Parce que dans le cas de droite, j'ai suffisamment de données avec suffisamment de paniers qui ont abouti généralement pour le faire. Alors, qu'est-ce qu'on fait en termes d'observation de données? Alors voilà, c'est un exemple totalement bidonné, hein, bien sûr. Vous regardez par exemple le nombre de pages vues à tout moment par le visiteur. Est-ce que le panier est rempli? Depuis combien de temps le visiteur est sur le site? Est-ce que le visiteur est déjà client ou pas? C'est-à-dire, est-ce qu'il est en mode connecté en tant que client? Et est-ce qu'il a acheté finalement ou pas? Donc, par exemple, le premier, samedi, il en est dans cette visite-là à avoir vu 12 pages. Il a rempli un panier. Ça fait 180 secondes qu'il est sur le site. Ça n'est pas encore un client et il n'a pas acheté au final. Le deuxième, il a vu 43 pages en 600 secondes. Il a rempli son panier. C'était déjà un client et il a acheté finalement, etc., etc. Donc, j'ai des observations comme ça. Alors, dans la pratique réelle, ces observations, en fait, elles seraient couplées par des unités de temps. Pour l'exemple, c'était trop compliqué, donc je ne l'ai pas fait. Une fois qu'on a ça, eh bien, on fait le fichier e-commerce.names avec toutes les caractéristiques qu'on va étudier. On met les données dans le fichier e-commerce.data. Donc, rien de surprenant. Et qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va faire le C4.5 sur le projet. Et on va obtenir un arbre. Alors, comme les données sont totalement bidonnées, hein, ça donne un arbre, bien sûr, qui n'a pas de support réel. Est-ce que la personne est un client? Si ça n'est pas un client, les données disent que statistiquement, cette personne n'achètera pas. Et donc, il faut faire une action sur lui, par exemple, lui proposer de s'inscrire ou ce genre de choses. Sinon, si c'est déjà un client, combien est-ce qu'il a vu de pages? S'il a vu plus de 28 pages et qu'il a rempli un panier, il y a toutes les chances qu'il ne finalise pas son achat. Il faut donc faire quelque chose. S'il a vu moins de 28 pages, on ne fait rien. Et s'il a vu plus de 28 pages et qu'il n'a pas encore rempli son panier, on ne fait rien. C'est des données qu'on apprend statistiquement. On n'a pas forcément quelque chose qui va correspondre à l'intuition qu'on peut en avoir, etc. Et c'est l'avantage de ces méthodes, c'est qu'on apprend des motifs comportementaux sans avoir d'a priori. On voit la réalité des choses. On voit comment les gens se comportent. Et on apprend comment ils se comportent. On n'a pas besoin d'avoir une idée de comment sont les gens, etc. pour apprendre comment ils se comportent. Donc on fait ça, et ça nous donne un moyen d'action. Alors l'algo, il ne détermine pas l'action à faire. Et c'est un problème. Il existe en revanche des moyens algorithmiques pour décider des actions à faire. Si vous avez un grand panel d'actions possibles à faire, vous pouvez faire de l'A/B test. Donc j'imagine que tout le monde sait ce qu'est l'A/B test. Oui, c'est normal. Et si vous voulez vraiment faire les choses bien, vous ne faites surtout pas d'A/B test, bien sûr. Vous faites ce qu'on appelle des bandits manchots, parce que les bandits manchots, l'avantage, c'est qu'ils travaillent en continu et ils s'adaptent dynamiquement. Et donc avec un mécanisme de bandits manchots plus un algorithme comme ça, vous n'avez rien à faire, à part rentrer des nouvelles incitatives potentielles en permanence, sans même vous préoccuper de savoir si elles sont bonnes ou mauvaises, puisque les bandits manchots décideront si elles sont bonnes ou mauvaises. Alors je ne parlerai pas des bandits manchots par la suite, donc voilà. Si vous voulez savoir ce qu'est les bandits manchots, vous pouvez aller voir sur notre blog, perronnet.eu, il y a un article dessus, il me semble. Il y a une formation, dit Patrick, tu nous donneras les infos là-dessus. Alors. Voilà. Alors, ensuite, si on fait du bagging, dont je vous ai parlé tout à l'heure, vous pouvez faire plusieurs arbres, par exemple 4 arbres différents. Chaque arbre va qualifier un certain dataset en termes de est-ce que la personne va acheter, pas acheter. Et vous allez utiliser chacun des arbres, chacun des processus de décision sur le comportement d'un utilisateur. En haut, vous avez un des utilisateurs les plus connus de mes formations, Bob Laloutre. Vous le testez sur 4 arbres, et 3 des arbres prédisent un abandon, et un des arbres prédit un achat. Vous avez donc un score qui vous dit que 75% du temps, il y a un abandon. Vous avez une prédiction, 75%, c'est la probabilité que la personne ne finalise pas son achat. Et l'avantage de ces méthodes, c'est que vous pouvez donc avoir une riposte graduée. Quelqu'un dont vous prédisez qu'il y a 95% de chances qu'il abandonne son achat, vous pouvez y aller. Bon, vous pouvez décider de rien faire, parce que peut-être vous estimez que c'est une cause perdue, ou vous pouvez décider au contraire de balancer 12 milliards d'incitatives. Quelqu'un qui a 50% ou 40% de probabilité d'abandon, vous pouvez avoir un raisonnement beaucoup plus modulé. Et l'avantage, c'est qu'en faisant ce genre de choses, il y a quelque chose de beaucoup plus fin, par exemple, de ce qui se passe dans le retargeting. Le retargeting, c'est un truc massif. Les gens, 30% du temps, ou je ne sais plus combien, ils abandonnent complètement l'acte d'achat à cause du retargeting en lui-même. Ici, vous pouvez avoir un score qui vous prédit quand est-ce que vous devez agir et dans quelle mesure vous devez agir. Donc c'est beaucoup plus intéressant, parce qu'il y a une certaine finesse, une certaine subtilité quand même dans la méthode. Voilà. Ce qui est marrant, c'est que sur chaque arbre, vous avez des scores d'erreurs associés. Par exemple, ici, j'ai 10 arbres qui ont des erreurs qui vont de 8% jusqu'à 14%. Mais quand on les utilise tous ensemble, l'erreur de prédiction n'est que de 5%, parce que chacun n'utilise pas forcément les mêmes critères et ne font pas les mêmes erreurs sur les mêmes données.
Donc il y a une erreur globale de 5,5% si vous faites un vote majoritaire, et vous avez un score de confiance qui va de 0 à 100% avec le ratio de prédiction. Une chose qu'il faut savoir, c'est qu'une erreur de 5,5%, ça ne veut rien dire, dans le fond. Parce que, je vous l'ai dit, l'erreur, elle est de deux types, les faux positifs et les faux négatifs. Ici, si on regarde les résultats, sur plus de 4000 prédictions, eh bien, on voit que le nombre de personnes qui sont associées à une classe, et c'est le nombre de faux positifs, par exemple, est de 2% environ, alors que le nombre de faux négatifs est de 28% environ. Donc vous avez des résultats qui sont différents. Des faux positifs, c'est quoi? C'est les gens dont vous pensez qu'ils vont abandonner le panier, et ce n'est pas vrai. Et les faux négatifs, c'est les gens dont vous pensez qu'ils ne vont pas abandonner le panier, et en fait, ils l'abandonnent. Donc 28% du temps, vous dites, cette personne, je sais qu'elle va acheter, mais ce n'est pas vrai. Et donc ça, ce n'est pas forcément ce que vous voulez avoir. Donc techniquement, on peut paramétrer entre faux positifs et faux négatifs, on peut créer des petites modifs pour avoir des chiffres plus équilibrés, mais voilà, vous avez une problématique, il faut analyser assez finement les choses. En vérité, l'exemple qui est dans la petite boîte, c'est un classifieur pour pingouins. Et ça montre que, par exemple, Google, sur pingouins, a 2% de faux positifs, ce qui veut dire à peu près 300 milliards de pages qui sont pénalisées alors qu'elles sont légitimes. Voilà. Alors, par ailleurs, le C4.5, c'est amusant parce que ça donne, en plus de tout le reste, une liste des critères qui sont principalement utilisés. Alors, je ne vous ai pas dans le screenshot complet, en fait, on voit à un moment donné arriver les critères et leur pourcentage d'utilisation. Et ça permet, par exemple, de savoir que 90% du temps, c'est le temps passé sur le site par le visiteur qui est le critère important pour l'abandon ou pas. Alors attention, ça, c'est des nombres totalement bidonnés puisqu'ils correspondent à mon exemple qui est artificiel. Mais si vous le faites avec des données réelles, vous saurez quels sont les critères qui caractérisent vraiment les gens qui abandonnent le panier. Et ça aussi, c'est important, parce que vous avez une vraie représentation statistique de pourquoi vos clients n'achètent pas ou achètent quelque chose. Voilà. Si vous avez plusieurs sites, vous pouvez apprendre le comportement de chaque utilisateur ou de chaque classe d'utilisateurs plus finement. Vous segmentez vos clients. Pour chaque segment, vous faites l'analyse précédente. Donc vous avez un ensemble d'arbres de classification par segment. Quand un nouveau visiteur arrive sur votre site, vous regardez d'abord à quel segment il correspond. Vous appliquez l'arbre ou les arbres de classification de son segment pour faire la prédiction et pour avoir une incitative ou pas. Donc c'est la même chose que précédemment, sauf que vous avez une finesse supplémentaire puisque vous utilisez un préfiltrage par rapport aux classes d'utilisateurs. Voilà. Alors par contre, voilà, c'est du tracking personnalisé quand on arrive à un certain point et quelque part, c'est, moi je pense, dangereux et pas toujours très productif puisque une grande partie des gens n'est pas forcément en phase avec l'idée d'être traqué de manière très fine. Une vraie problématique, par exemple, pour les moteurs de recherche, de manière assez globale. Voilà, et en fait, c'est déjà ma conclusion. Je suis pile dans les temps, je suis en avance même. Je suis bien. Voilà, ce que je vous ai montré, c'est, à mon avis, quelque chose qui est un outil très pratique pour faire vos propres prédictions, bien sûr, pour mettre ça en place. Pour trouver les critères importants, et surtout, pour moi et pour quelques autres personnes dans la salle, c'est très bien parce que c'est très amusant de faire ça. Oublions le côté amusant. Je pense que dans un premier temps, si vous n'avez jamais utilisé ce genre d'outil, le vrai intérêt, c'est de trouver les critères importants. Pour vous, c'est déjà une première étape. Avant d'être capable de faire de la prédiction et de faire de l'incitative liée à la prédiction, vous pouvez déjà trouver quels sont les critères importants. Si vous vous rendez compte que c'est le temps passé sur le site qui est la principale variable d'abandon de panier, par exemple, ça vous donne un levier direct à actionner. Vous pouvez travailler sur comment faire pour avoir un temps passé sur le site qui est plus grand ou moins grand, ou etc., etc. Donc vous pouvez savoir sur quoi travailler principalement. Mais in fine, quand même, ce qui est bien, c'est d'avoir un mécanisme automatique qui utilise les prédictions pour décider de lui-même s'il doit faire une incitative ou pas. Je pense que ce genre de technique est assez méconnu. Et qui dit technique méconnue, dit une belle opportunité pour ceux qui l'utilisent. Il y a vraiment des gains derrière ce type de technique. Donc ces slides, moi je ne fais pas de mystère là-dessus, ils sont issus d'une formation qu'on fait. Il y a des gens qui mettent en place ce genre de choses. Les scores de clients qu'ils arrivent à récupérer sont extrêmement faibles, 5, 10, 15%, 20%, mais en vérité, c'est des gens qui sont déjà sur le site. Si en leur mettant un pop-up, on récupère 5 ou 10% des gens qui abandonnent leur panier, c'est toujours ça de prix. Et ça fait quand même des chiffres conséquents en termes de chiffre d'affaires. Voilà.